Bonjour à tous et bienvenue dans Hightech 221. Hightech 221, c'est l'émission qui vous donne votre dose d'information. C'est parti pour 26 minutes de technologie. Dans la rubrique Sunyu Tech, nous parlons de dématérialisation. Aujourd'hui, avec la plateforme Orbus Link lancée par Gainer 2000, désormais, on peut faire une visualisation des comptables concernant la dématérialisation de certains papiers. Nous avons eu à interviewer M. Ibrahim Nour Diagne, qui est le directeur général de Gainer 2000. Orbus Link est une application qui est destinée à lier la profession des comptables agréés avec leurs clients. Vous savez qu'il y a une nouvelle disposition aujourd'hui qui rend obligatoire le visa des états financiers et ce visa peut être fait de façon électronique. Et donc, pour rendre opérationnelle cette disposition obligatoire, nous avons pris l'initiative de construire cette plateforme Orbus Link, donc qui est destinée à permettre à toute personne qui doit voir ses états financiers visés, de pouvoir entrer en relation avec son comptable et de permettre également au comptable, une fois qu'il a effectué le visa, de rendre ce visa électronique, visible par des moyens technologiques auprès des partenaires à qui c'est destiné. Vous savez, les parties intéressées, c'est les déclarants, c'est les commissaires qui ont mandat de faire les visas électroniques et la partie des impôts qui est destinée à recevoir ces visas. Donc cette plateforme est une initiative pour l'instant de Gainer 2000 et qui est destinée à faciliter la vie à ces différents acteurs. Nous sommes à une étape exploratoire, donc ce n'est pas la plateforme aujourd'hui que la Direction générale des impôts a validée comme étant celle qui doit véhiculer les états financiers visés, mais elle a vocation à le devenir. Et donc, ce moment de lancement est aussi un moment d'ouverture des discussions avec l'administration fiscale pour rendre cette plateforme plus robuste, plus effective et faire vraiment du Sénégal un pays pionnier en matière de dématérialisation de l'alias fiscale. Il y a un texte qui définit en fait la taille de l'entreprise, le niveau de chiffre d'affaires pour que cette entreprise soit soumise au visa obligatoire. Donc c'est des textes que je n'ai pas malheureusement en mémoire, mais que le président de l'ONECA pourra vous donner avec précision. Cette nouvelle plateforme permet aujourd'hui, vous savez, la signature électronique, c'est un élément qui est invisible si on se limite à celui qui la détient. Pour que la signature électronique soit visible, il faut que celui qui la reçoit, il ait l'outil pour pouvoir visualiser cette signature de façon sécurisée. Donc toute la valeur ajoutée de cette plateforme, c'est qu'elle permet une continuité numérique entre le déposant et le destinataire final et qu'elle permet même, si dans cette continuité électronique numérique, il y a une rupture, de pouvoir relier les morceaux de la chaîne et de rendre la chaîne sécurisée. Parce que vous savez que ce qu'on recherche dans une signature électronique, c'est la sécurité et cette plateforme, c'est ce qu'elle apporte. Concernant le QR code, c'est un élément de vérification de la signature. Donc nous l'avons intégré pour que lorsque une partie qui reçoit le document n'est pas connectée à la plateforme, à travers le QR code, elle peut vérifier l'existence de la signature. Mais comme je dis, le QR code, c'est un numéro d'identification comme le numéro de la carte d'identité. Ça ne remplace pas la carte d'identité, mais au moins ça permet de savoir quelle est son identité. Le volume d'utilisation, pour répondre à la seconde question, la plateforme va être opérationnelle avant la fin de cette semaine. Elle sera limitée aux experts comptables agréés qui utilisent déjà nos signatures électroniques parce que nous sommes dans un temps très court. C'est le 30 avril que tous les états financiers doivent être visés. Mais l'ambition et la raison pour laquelle nous procédons à ce lancement aujourd'hui, c'est justement pour construire quelque chose de solide et de robuste pour qu'à la prochaine échéance d'avril 2020, Inch'Allah, nous soyons vraiment prêts à faire de cet outil un outil général. C'est l'information qui a fait le tour du monde cette semaine. C'est l'entrée en bourse de Jumia. L'occasion nous a permis donc de parler avec Mohamed Diop, qui est le CEO de Jumia, qui exprime toute sa satisfaction pour l'entrée en bourse de cette Amazon version africaine. Aujourd'hui, nous célébrons un élément historique, autant pour Jumia que pour l'Afrique. Donc c'est l'introduction de Jumia au New York Stock Exchange, la bourse de New York. Donc aujourd'hui, l'enjeu est le bénéfice
c'est bien entendu la visibilité. On était une start-up, donc la première start-up tech africaine à être listée et cotée en bourse à New York. Donc c'est un bon signal, un signal fort qu'on montre que l'Afrique est un continent innovant. Donc, et on met de l'avant tout le travail qui est fait par les équipes. Donc toutes nos ressources et tout notre travail est fait par des Africains. Donc c'est un bon message qu'on envoie autant pour les vendeurs qui vont plus croire en nous, qui rejoignent notre marketplace, on est une marketplace, et bien entendu les consommateurs qui vont croire encore plus au potentiel du e-commerce en sachant que leur entreprise est rayonnante sur la plus grosse place de marché de la bourse de New York. Donc bien entendu la bourse de New York est la plus grosse bourse au monde, donc où se font enregistrer et introduites en bourse les grosses entreprises telles que Alibaba ou les gros de ce monde technologique, que ce soit Google, Facebook, qui sont tous listés à New York. Donc d'où l'importance que Jumia aussi, qui est une entreprise technologique, qui met la technologie au service du continent, à être listée à New York aussi. Donc bien entendu, c'est avoir une entreprise, il faut que les investisseurs croient en nous. Donc on a un dossier à soumettre bien entendu à la commission américaine. Donc et c'est sur cette base qu'on est accepté en fonction de notre activité, qui est une activité e-commerce, qui est reconnue en tant que technologique. Et donc comme ça qu'on a été accepté à l'introduction à la bourse de New York aujourd'hui. Donc bien entendu, le dossier, comme dit, est public. On peut le trouver sur le site de la SEC aux États-Unis. Donc que ce soit tous les éléments, le nombre d'utilisateurs en Afrique, on a 4 millions d'utilisateurs connectés, enfin connectés clients, 4 millions de clients en Afrique. Et bien entendu, tous les éléments financiers aussi sont rendus publics, que j'invite les utilisateurs ou les qui s'intéressent vraiment à Jumia et vouloir acheter même des actions à voir sur le site. Donc nous, notre ADN, elle change pas, donc on reste humble surtout, on garde les pieds sur terre. C'est un message symbolique aussi, mais l'objectif reste le même, c'est de continuer à grandir, surtout au Sénégal. Donc aujourd'hui, on est la seule entreprise technologique listée à New York présente au Sénégal. Donc c'est important qu'on continue à grandir, faire comprendre aux Sénégalais ce qu'est le e-commerce, éduquer, faire venir les vendeurs sur notre plateforme. Donc c'est l'ambition qui reste la même et il faut toujours rencontrer les chiffres vu qu'ils sont maintenant publics surtout. Le e-commerce fait face à la question de la notoriété. Les gens ne savent pas c'est quoi forcément l'e-commerce. On a les mêmes réalités, le taux d'alphabétisation qui est relativement aussi faible comparé à l'Occident, au Sénégal. Donc on permet aux Sénégalais qui n'ont pas de téléphone, en appelant le call center de Jumia, d'acheter à des prix plus bas. Donc notre challenge, c'est continuer à faire grandir et faire connaître Jumia et d'offrir des prix, faire venir des plus grandes marques, faire grandir les marques locales aussi, donner plus de visibilité, pouvoir distribuer en région. Donc nous, on est un service qui nous permet à tout le monde qui est juste distribué à Dakar, par exemple, d'être distribué en région. Donc on ouvre cet éventail et des possibilités aux vendeurs, aux consommateurs, à tous nos 3PL. On travaille aussi avec des prestataires de services de livraison qui sont connus et qui font partie même de la DER au Sénégal, donc ils sont nos partenaires de livraison. Donc voilà, donc l'ambition reste la même. J'espère que vous avez apprécié l'entrée en bourse de Jumia, qui est une première en Afrique. Now, passons à notre rubrique Tech Zoom, où nous parlons des nouveaux métiers du numérique. Le numérique est un secteur en pleine expansion. Véritable vivier d'emploi, chaque année de nombreuses formations innovantes et de nouveaux métiers s'y créent. Les nouveaux métiers du numérique, je les ai énumérés tout à l'heure, c'est des métiers comme les métiers de web designer, de consultant cloud. Bon, je pense qu'actuellement, les écoles de commerce nous donnent d'importantes opportunités face au marché de l'emploi. Nous sommes toujours attelés à former des bacheliers, à les encadrer aux nouveaux métiers. Dans ma formation, je suis l'audiovisuel, l'infographie, le webmastering. Nous n'accompagnons pas nos étudiants à être sur ces métiers-là. En revanche, nous accompagnons nos étudiants à avoir des compétences hybrides. Donc à la fois des compétences en finance et des compétences en technologie. Grâce aux écoles de commerce, on peut se lancer dans différents types d'emplois, tels que les blogueurs, tels que les agents commerciaux. Donc nous devons préparer nos étudiants à avoir une culture technologique minimale. Oui, parce que là, ça rejoint aussi les enseignements d'éthique qui requièrent de la part des étudiants d'aller s'informer. Et pourquoi on parle d'éducation inversée, maintenant ce sont les étudiants qui doivent aller chercher la bonne information et revenir pour poser ça aux professeurs. En technologie web multimédia,
il y a plusieurs opportunités qu'on peut faire. Pour le cas du management, d'abord c'est une filière qui peut nous mener au niveau des métiers du numérique. En sortant, on peut être monteur ou bien réalisateur. On peut faire infographie. On peut créer des sites web. En faisant du marketing, ça nous permet de savoir à quoi s'attendre au niveau du marché. Les nouveaux métiers du digital, du numérique, préparent les étudiants à accéder au marché de l'emploi. Chaque étudiant trouvera facilement, peut-être pas facilement, mais bon, ils seront mieux outillés pour aller chercher un emploi. Nous avons encore beaucoup de difficultés à avoir des compétences en matière de web designer, en matière de traffic manager, de community manager. De savoir quels sont les atouts que l'on a en nous, de pouvoir les exploiter. Être entrepreneur, c'est ça qui est mieux pour ces genres de formation. Naturellement, l'étudiant doit avoir des compétences. Le numérique fait aujourd'hui partie intégrante de notre vie. Des premiers ordinateurs aux objets connectés, les progrès technologiques durant ces 40 dernières années ont largement révolutionné notre manière d'exister. Une chose est certaine, choisir le digital, c'est se garantir d'embrasser une belle carrière pour demain. Fatou Ndiaye, bonjour. Bonjour. On a assisté tout de suite au lancement de Dakar Rapide. Oui. Comment la Sonatel a pu acquérir ce projet et le mettre dans votre VOD? Alors Sonatel Multimédia organise ce qu'on appelle le Dakar Digital Show. Et dans ce cadre-là, il y a un pitch audiovisuel qui est organisé. Donc le pitch permet aux acteurs locaux de présenter leurs concepts, que ce soit dans le domaine cinématographique, de la musique, les séries, les documentaires. Et pour ce cadre précis, c'était pour l'animation. Et les membres du jury ont été particulièrement bluffés par ce projet-là, qui a été fait par un Sénégalais et qui sera entièrement produit et réalisé au Sénégal. Donc ça a été vraiment un projet phare de l'édition 2016. Et il a fallu plusieurs années de travail pour avoir ce résultat qui est plus que satisfaisant et que nous mettons à la disposition de nos clients, de la vidéo à la demande de la TV d'Orange. Merci Fatou. Alors lors du lancement de la BD, vous n'étiez pas là, vous étiez parti au Japon. Donc par cette occasion, je n'étais pas là. Mais quand même, en fait, je profite de cette occasion pour dire que le travail d'animateur ou bien les techniques de prise de voix au niveau du studio n'était pas du tout facile. Parce qu'il fallait vraiment comprendre le personnage, comprendre l'idéologie, le caractère du personnage, c'est-à-dire en amont et en aval. Et ce n'était pas chose facile. Donc personnellement, j'ai eu à représenter, à incarner plusieurs personnages dans ce projet et que je dis aux Sénégalais, plus précisément, je peux dire en général aux Africains, qu'ils attendent vraiment ce projet parce que c'est un projet qui communique, qui éduque, mais quand même qui informe. En tout cas, c'est très intéressant, la VOD, le film, le dessin animé de Dakar Rapide. On vous attend, prenez votre temps pour voir ça au niveau de la VOD de Orange. Merci beaucoup. Habib Diène, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le chef de service marketing de contenu chez Orange. Exactement. Vous êtes en même temps un gamer. Un peu, ouais. Alors aujourd'hui on parle de gaming. Vous en tant que gamer, même si ce n'est pas à 100%, quelle analyse faites-vous de la situation actuelle du gaming au Sénégal? Ça se porte bien dans la mesure où on a eu plusieurs tournois l'année dernière, en 2018, dont une finale lors du Dakar Digital Show. Et on a eu 11 ou 12 pays au Sénégal qui étaient venus, Madagascar, Côte d'Ivoire, Bénin. Tous ces pays étaient venus compétir avec les joueurs sénégalais sur 4 disciplines. Et on a eu un très bel écho sur ça. Donc fort de cette expérience-là, en 2019, on part sur des tournois qu'on espère un peu plus déployés géographiquement, avec beaucoup plus de contenu jeu et d'animation chez Orange. On sait que le gaming est un secteur qui génère beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a de vrais gamers ou bien il y a des problématiques, des choses qu'on doit faire avant de développer le secteur du gaming? Alors le gaming c'est très large, hein. C'est tout un écosystème avec des développeurs, du graphisme, des speakers, voilà, c'est tout un écosystème et il faut commencer. Orange a commencé, on a commencé en rationalisant, on va dire, un peu l'écosystème. Notre base de gamers grandit de jour en jour, on fait des tournois avec de plus de notoriété et notre prérequis mobile, notre pénétration mobile, aujourd'hui nous fortifie sur le fait que le mobile sera un vecteur du gaming en Afrique. Donc sur le Sénégal, ce sera
la même tendance qui va se poursuivre. Quand on parle de gaming, on parle forcément d'Internet. Et souvent, c'est un problème qu'on note partout en Afrique. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau que vous avez eu à faire pour développer ce secteur? Avec le déploiement de la 4G, déjà, on a eu des réseaux qui sont de plus en plus fluides sur du gaming. Avec notre portail de jeux, Jazz 111 Jazz, 228 Jazz, on a toute une série de jeux, un portail de plus de 100 jeux qui permettent à tous nos gamers de se tester sur les plateformes et d'acquérir un niveau qui leur permettra, on espère, à l'avenir compétir sur toutes les scènes internationales en fait. Il y a des événements qui ont été organisés, mais on remarque aussi qu'il y a ce faible taux d'utilisateurs de jeux. Est-ce que c'est par rapport à la cherté des jeux ou c'est juste que les gens ne sont pas encore conscients de l'importance du secteur? C'est un secteur qui évolue, qui démarre. Okay. On est dans les balbutiements, on a des choses qui se confirment, d'autres pas. Mais ce qui est sûr et ce qui est en l'état, c'est que la base de gamers est de confirmer. Il y a plus de 5000. On a des jeux avec FIFA, PES, le foot en Afrique on connaît. Une très grande pénétration, un fort relais d'images. Donc on construit sur ça, on construit sur des jeux comme Asphalt, qui est un jeu de Gameloft, un de nos partenaires. Donc ça arrive. Quelle place donnerez-vous au Sénégal par rapport aux autres pays? Ça dépend, on parle de quel pays parce que de l'Afrique et du monde. Est-ce qu'on est un peu en retard? Je n'avancerai pas sur ce chiffre parce que moi je pense qu'on est premier en Afrique de l'Ouest. Ouais. Après sur des jeux FPS, sur des jeux sur PC, on a encore du travail à faire. Et réseau aussi? Réseau, il y a aussi des améliorations à apporter, mais on se positionne déjà dessus et on aura des offres appropriées pour nous. D'ici 2-3 ans, comment vous voyez un peu le secteur du gaming au Sénégal? Je suis enthousiaste, très enthousiaste. Donc du coup, on travaille. Pour le moment, on travaille, on a des objectifs qu'on atteint année par année et rien ne nous empêche de toucher le ciel, comme on dit. Alors pour un gamer qui est en train de nous suivre, comment il peut faire par exemple pour participer à vos événements, ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des inscriptions ou c'est juste… Alors il faut qu'il reste tout le temps connecté sur la page Facebook d'Orange. Donc les gamers sont très digitaux, donc on a le canal digital comme relais de communication. Et tous les tournois sont communiqués 45 voire 30 jours avant les tournois. Alors pour les gamers, le message est bien passé, que ce soit à Dakar ou dans les autres régions. Je crois que vous avez entendu les messages de Habib Jane, qui est le chef de service marketing de Continu Orange. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve très prochainement et on continue la discussion sur Facebook. Avec grand plaisir. Le tips de ce jour va porter sur la conversion d'un document PDF en document Word. Vous avez reçu et téléchargé des fichiers PDF que vous voudrez modifier. C'est possible à condition de convertir votre document Word que vous pourrez ensuite éditer à votre guise. Il existe plusieurs solutions de vos besoins. La bonne nouvelle est qu'elles sont toutes gratuites. Par ailleurs, l'une des solutions les plus simples et rapides consiste à passer par un service de conversion en ligne. Ouvrez votre navigateur internet puis tapez l'adresse www.pdfonword.com. Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton « Choisissez un fichier ». Sélectionnez le document PDF à convertir puis cliquez sur le bouton « Ouvrir ». De retour sur la page web, cliquez sur le bouton « Convertir » et « Télécharger ». Une fois l'opération achevée, cliquez sur le bouton « Télécharger votre document ». Vous n'avez plus ensuite qu'à l'ouvrir avec Word. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On s'en donne rendez-vous prochainement. Passons maintenant à notre rubrique Tech World. On parle beaucoup de casque VR. C'est pourquoi on va vous découvrir un casque VR extraordinaire. Mais quand on parle de casque VR aussi, c'est l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de robotique. Robot M1, c'est quoi? À découvrir dans notre rubrique Tech World. Le Pimax 8K est un casque VR dont les caractéristiques techniques dépassent et surpassent tous les appareils disponibles sur le marché à l'heure actuelle. Son écran CLPL offre une très bonne définition. Son taux de rafraîchissement est de 80 Hz et son FOV avoisine les 200 degrés. Le produit a rencontré un succès phénoménal sur Quickstarter, permettant au constructeur Pimax VR de lever 4,23 millions de dollars. Ces problèmes sont enfin résolus et les consommateurs vont enfin pouvoir acquérir ces bijoux de technologie pour 899 $. Précisons toutefois que le casque sera pour l'instant livré sans station de tracking StreamVR 2.0 ni contrôleur à détection de mouvement. Le Debo M1 est un bras robotique intelligent et rentable pour l'industrie légère.
Avec une haute précision, une large plage de travail, des fonctions complètes et un développement secondaire, il offre aux utilisateurs plusieurs façons de l'utiliser. M1 peut réaliser de nombreuses fonctions de travail à la chaîne, telles que la soudure, la reconnaissance visuelle et les plugins de circuits imprimés, contribuant à la construction du système industriel intelligent. Aucune installation complexe n'est requise. M1 peut être connecté en une seule étape. La conception intégrée de la machine améliore considérablement l'efficacité du travail entre le cerveau variateur et le système de contrôle. La précision de positionnement répétitif de M1 peut atteindre 0,2 mm avec une plage de travail maximale de 400 mm et une charge utile nominale de 1,5 kg, afin de garantir les meilleures performances du bras robotique industriel léger. J'espère que vous avez aimé ce numéro 9 de votre émission Hightech 221, l'émission qui vous donne votre dose d'information. C'est fini, mais ça se poursuit sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Hightech 221. À la prochaine sur la TFM.